Salut à tous, écoutez, je suis très content de revenir. Donc j'étais là l'année dernière, j'ai fait une petite conférence, c'est pour ça que ça s'appelle Let's Continue, tu vois, puisqu'on va continuer là. Enfin, je rassure ceux qui étaient quand même pas là, vous pourrez revoir la présentation que j'ai faite l'année dernière sur YouTube, voire même sur YouPorn. Donc je me présente, je m'appelle Alain Thiemlot, je suis back-end développeur chez Blabla, et mon rôle en une seule ligne, c'est que je fais en sorte que l'argent des membres reste sur leur compte, ce qui est plutôt challenge. 40 millions de membres, 1 million de membres avec de l'argent sur leur compte. Quoi de neuf depuis l'année dernière? Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Alors, déjà, on a battu le record du braquage de banque, donc cyber braquage de banque, avec le Bangladesh qui s'est fait voler 960 millions de dollars. Les autorités ont réussi à retrouver l'ensemble de l'argent, mais ils n'ont pas réussi à récupérer 81 millions de dollars, qui a fini dans des casinos à Hong Kong. Voilà, c'est un record. On imagine un petit peu ce que ça pourrait représenter si on devait physiquement porter 80 millions de dollars sur le dos. Ensuite, Mirai. Alors le botnet, je pense que vous en avez tous entendu parler. En fait, ça se base sur les Connected Devices. Il y a 145 000 Connected Devices, donc c'était des caméras, qui avaient un login et mot de passe par défaut et qui avaient une faille de sécurité qui ont permis de créer un énorme botnet qui balançait à 1 terabyte par seconde. Donc, je ne sais pas ce que ça représente pour vous, mais en fait c'est 2 fois la taille de mon Mac là, donc c'est ça par seconde. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que back-end développeur, pour protéger contre un DDoS? Absolument rien. Il va falloir embaucher des ops. Mais il y a quand même quelques petites choses que vous pouvez faire, notamment monitorer votre application pour voir, par exemple, que vous avez 10 fois plus de trafic, alors que vous n'êtes pas passé sur TF1. Vous voulez dire, ça paraît bizarre. Deuxièmement, créer des blacklists, des whitelists d'IP. Blacklist, tout simplement parce que si vous êtes attaqué par 2 IP, vous les mettez en blacklist et c'est terminé. Et whitelist, parce que si le botnet il est trop fort, c'est mieux de bannir toutes les IP, sauf les IP de vos clients que vous connaissez, parce que quand ils sont logués, vous avez récupéré leur IP, vous l'avez stocké quelque part. SHA-1, il y a Google qui nous disait en 2014, c'est cassé. Il ne faut plus l'utiliser, c'est deprecated. Et ils ont réussi à le prouver. Ils ont réussi à le prouver en créant un PDF, un rouge et un bleu, qui ont le même hash SHA-1. Donc on se retrouve dans le même cas de MD5 qui s'est fait péter il y a très longtemps. Google nous disait c'est deprecated, et maintenant on le prouve, et voilà. Donc ne plus utiliser SHA-1 pour hacher vos mots de passe en base, c'est la première chose. Et si vous le faites, pas de panique, simplement wrapper ça dans un bcrypt, histoire que ce soit sûr. Ensuite, ne plus utiliser de certificat SHA-1. De toute façon, la plupart des navigateurs et autres vous refuseront vos certificats. Et utilisez SHA-256 pour remplacer vos SHA-1. Il faut que ça devienne une habitude, limite créer une fonction SHA-1 qui vous renvoie un SHA-256. L'idée, c'est vraiment d'utiliser quelque chose de fiable. Alors là, SHA-256, utilisé par Bitcoin, c'est la base de tous les algorithmes de Bitcoin, donc normalement, c'est safe pour un moment. Les leaks de bases de données. Ça a été assez catastrophique l'année 2016, à commencer par vContact, 94 millions de comptes qui ont été piratés, qui sont sortis de leur base de données, mot de passe en clair, avec les emails avec, c'était impeccable. Badoo, un autre réseau social, 112 millions de comptes, là c'est du MD5, non solté. Donc si vous avez vu ma présentation de l'année dernière, le fait que ce soit non solté, c'est extrêmement vulnérable. Mais après, je ne sais pas trop quel est le plus grave, si c'est MD5 ou que ce soit non solté. LinkedIn, bon, c'est une petite entreprise inconnue, 164 millions de comptes, rien que ça. Mot de passe en SHA-1, bon, on vient d'en parler, sans salt. NetEase, on augmente les enchères, 234 millions de comptes ont leaké. Là, c'est encore avec mot de passe en clair. Le plus grave, je ne sais pas si c'est les mots de passe en clair ou le fait qu'ils aient réussi à avoir 234 millions de membres. MySpace. Bon, MySpace, c'est un peu old maintenant, donc qu'il se soit fait péter, c'était à peu près prévisible.
360 millions de comptes, et en fait, c'est grâce à eux que tout le monde a révélé les leaks, parce que si vous avez fait attention au slide, il y a des dates qui ne correspondent pas à 2016, mais en fait, la révélation a eu lieu après celle de MySpace, parce qu'ils se sont dit, de toute façon, 112 millions de comptes, après les 360 millions de MySpace, ça ne se verra pas, quoi. Donc la base, utilisez Bcrypt pour hacher vos mots de passe, parce qu'on ne sait jamais, si votre base de données sort, vous passerez moins pour des boulets si les mots de passe sont protégés. Donc l'année dernière, j'étais là en train de vous dire, c'est la fin du monde, il y a 200 millions de comptes qui ont été piratés. Cette année, on en est à 2 milliards, 100 millions. Et si vous rafraîchissez la page de haveibeenboned.com, vous verrez qu'on est plus à 2,6, 2,7 milliards aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je vais commencer par vous parler de password reuse attack. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bases de données finalement? En fait, c'est un pari. On va se baser sur le fait que les utilisateurs utilisent le même mot de passe partout. Bon, j'ose espérer que ce ne soit pas votre cas. La deuxième chose, c'est que les entreprises se font pirater. Bon, là maintenant, c'est plus un secret. Ensuite, en tant que hacker, vous allez faire quoi? Vous allez aller sur Tor, vous allez payer 20 $ et vous allez télécharger les bases. Ou alors, vous pouvez télécharger sur le ClearNet certaines bases, notamment celle de LinkedIn, elle est disponible via une recherche Google. Ensuite, vous pouvez, dans le cas où les mots de passe sont en clair, c'est très simple. Dans le cas où c'est du MD5, c'est très simple. Et dans le cas où c'est du SHA-1, c'est relativement simple, puisque pour 8 caractères, vous pouvez péter un mot de passe de 8 caractères en 6 minutes maximum, si vous avez un seul GPU. Donc, c'est très simple, on va les tester un par un, les mots de passe. Et de temps en temps, on va réussir à se connecter à un compte, et on va aller sur le profil du membre, récupérer son argent, mettre mon email, et puis récupérer l'argent. Comment vous protégez vos applications? Alors la première chose, qui est assez à la mode, c'est le multifactor. En gros, vous rentrez un login, vous rentrez un mot de passe, vous recevez un code par SMS, et vous rentrez le code et vous êtes logué. Mais ça pose deux problèmes. Premièrement, les utilisateurs, ça va les énerver, parce que rentrer des codes, ça prend du temps, c'est des étapes en plus. Donc en tant que feignant, l'utilisateur ne va pas avoir envie de le faire. Deuxièmement, c'est cher. Un SMS, ça coûte entre 3 et 7 centimes en fonction de votre volume. Donc ça peut ne pas être rentable si vous avez des produits qui ne sont pas chers, de protéger les comptes de cette manière-là. En revanche, vous pouvez utiliser du multifactor sur des moments clés, des moments critiques, c'est-à-dire changement du moyen de paiement, clic sur payout, ou alors accès à des informations confidentielles telles que le profil, etc. La deuxième solution, c'est le CAPTCHA. Le CAPTCHA, c'est vachement bien, surtout qu'aujourd'hui, Google fait du CAPTCHA avec reCAPTCHA v3 qui est invisible. C'est-à-dire qu'il n'apparaît même plus dans le formulaire, l'utilisateur n'a même pas besoin de cliquer sur une coche. Donc ça s'est vraiment bien amélioré et c'est assez pratique. Bon, ça peut poser quelques problèmes, notamment sur les plateaux. Si on prend l'exemple on a fait un site web Baco pour une certaine assurance, on leur a donné, ils sont tous connectés avec le même plateau, donc sur des ordinateurs reformatés tous les jours, donc forcément Google a cru que c'était le même ordinateur et on a eu quelques petits soucis. Un autre moyen de se protéger, c'est de demander aux utilisateurs de changer leur mot de passe de temps en temps. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand ma banque me dit au bout d'un an, vous ne pouvez pas accéder à vos comptes tant que vous n'avez pas changé de mot de passe, ça m'énerve un petit peu. En revanche, vous pouvez demander une fois à votre utilisateur, au bout de 6 mois par exemple, de changer une seule fois ce mot de passe, puis vous ne leur demanderez plus. Ça aura l'avantage que le mot de passe sera différent des autres plateformes. Même s'il rajoute un seul caractère, et que c'est complètement stupide au niveau sécurité au premier abord, ça restera ce sera un mot de passe différent. Et ma préférée, c'est de déléguer toute la partie authentication donc aux autres. Donc, ça a l'avantage que, étant donné que le login, c'est tout un business, il faut protéger contre les dictionary attaques, les brute force attaques, les password reuse attaques, il faut être consciencieux sur le stockage des mots de passe, etc. C'est tout un business. Si vous voulez gagner du temps, vous passez par les autres, Google, Facebook, Twitter, ou les meilleurs, Sensual Apps Connect. Comment protéger votre famille, vos amis, vous-même, si vous êtes reconnu dans ces slides? Premièrement, ne pas utiliser de mots de passe stupides. Je vois la belle-mère, elle me dit oui, je me suis piraté mon jeu, j'ai plus rien dans le jeu, c'est la merde.
Et c'était quoi ton mot de passe? Bah, ma date de naissance. Mais personne connaît ma date de naissance. Bah, t'as un Facebook. Bon, la base. La deuxième chose, c'est de vérifier que votre mot de passe est solide. Et vous avez des sites qui existent pour ça. Là, c'est un exemple. Et je l'aime bien celui-là parce qu'il est en JavaScript. Du coup, on peut voir en direct le nombre de milliards d'années que ça va prendre de craquer le mot de passe. Et vous vous apercevrez assez rapidement que finalement, c'est la longueur qui compte. Enfin, pour les mots de passe. Du coup, préférez une passphrase plutôt qu'un mot de passe tout simple, qui sera compliqué en plus à retenir. Hein. Il y a un bel XKCD qui explique le problème. Et une passphrase, c'est beaucoup plus solide. Pour le problème des mots de passe qui vont être identiques sur toutes les plateformes, il faut essayer de trouver une stratégie, là je vous en donne un exemple, pour utiliser le même mot de passe éventuellement, mais rajouter une petite stratégie qui vous permettra de retenir des mots de passe différents partout. En l'occurrence, Twitter, le T de Twitter au début du mot de passe, le R de Twitter à la fin, pareil pour Facebook, pareil pour Blablacar, etc. Ça va permettre, sans se prendre la tête, d'avoir un mot de passe différent partout. Si vous utilisez une passphrase, c'est encore plus facile. Vous n'avez plus qu'à placer quelque part un endroit qui va rester le même pour tous vos mots de passe, le nom de la plateforme où vous êtes, et il n'y aura pas de problème. Et surtout, il ne faut pas se dire que le hacker qui va regarder vos mots de passe, il va adapter la stratégie aux autres sites, étant donné que lui, il va traiter les mots de passe par millions, comme j'ai montré au début. Dernier point, c'est surtout pour vous, les gros nerds, des geeks en puissance qui travaillent sur des ordinateurs, qui avaient beaucoup de mots de passe. Utilisez LastPass, ou en tout cas un password manager, puisque ça va vous permettre d'avoir des mots de passe très très forts sur tous les sites et des mots de passe différents, puisque c'est lui qui les génère. Il y a des plugins sur les navigateurs qui sont très bien intégrés, il y a des apps mobiles, c'est vraiment pas mal. Et ça va vous permettre de retenir plus que votre mot de passe maître. Bon, je ne choisis pas un mot de passe de merde évidemment, mais dans l'idée, c'est ça. Il y a d'autres moyens d'obtenir des mots de passe tout aussi stupides. Premièrement, les post-it. Donc là, en plus, c'est un cas réel. C'était un collègue qui était dans le train et puis il a pris en photo son voisin qui voyage. Potentiellement, il peut se faire voler son sac. Hein. Et il avait laissé son post-it sur le Mac. Donc, en l'occurrence, le mot de passe, c'est Joker, dur à retenir, et numéro 1320 des mots de passe les plus fréquemment utilisés. Ne pas utiliser de mot de passe sur les murs également. Donc là, on est dans le cas de Télé5 Monde qui a fait 2 jours de downtime sur leur channel, donc c'est quand même assez énorme, et qui, en fait, pour expliquer ça, ils ont été interviewés. Ils ont expliqué que c'était des Russes qui s'étaient introduits dans leur système, qui avaient tout pété. Et pendant leur interview, en fait, il y avait le mot de passe de YouTube de la chaîne qui traînait derrière. Les mots de passe Wi-Fi également sur les murs. Alors là, en fait, c'est du troll aware, c'est-à-dire que même si votre Wi-Fi, c'est un Wi-Fi qui donne sur un réseau qui est différent de votre réseau entreprise, sur Twitter, ça va quand même troller un petit peu. Dans tous les cas, ne pas laisser de Wi-Fi au mur qui vous permettent d'accéder au réseau interne de l'entreprise, ça paraît logique. Mais soyez prudents sur l'emplacement également des mots de passe Wi-Fi lorsque vous faites des conférences dans vos entreprises. Et là, je reviens un petit peu sur ce que Tristan disait. Les mots de passe sur GitHub. C'est un petit peu magique, ça. Alors là, j'ai marqué Change Password. Ça pourrait être aussi Remove Password. C'est très drôle, puisqu'en fait, vous avez quand même accès aux diffs qui contiennent les mots de passe. Donc ça ne sert à rien, en fait. Si un mot de passe arrive sur GitHub, la première chose à faire, c'est de changer le mot de passe là où le mot de passe est utilisé. Si c'est une clé API, ça va être de revoke la clé, et puis voilà. Et puis après, si vous voulez nettoyer éventuellement votre repository, il faut squasher les commits pour faire disparaître le mot de passe. J'ai cherché un petit peu sur mon propre GitHub, et je suis tombé sur un mot de passe. Et je me suis dit, tiens, je vais le garder. Celui-là, je ne vais même pas l'enlever, parce que ça vous montre aussi que ça peut arriver absolument à tout le monde. Bon, en l'occurrence, ce mot de passe n'est plus valide depuis 7 ans, je crois, mais dans tous les cas, ça reste un mot de passe. Le phishing. Alors le phishing, j'en parle également, parce que c'est le premier vecteur de leak de base de données, étant donné que les pénétrations dans une entreprise
commence par un phishing en général. Ça va être un de vos employés les moins aware en sécurité qui va recevoir un mail qui va lui dire tiens, bah, connecte-toi au VPN, t'as plus qu'à rentrer ton mot de passe parce qu'il y a eu un reset, il y a eu un problème, blabla. Et au final, bah, c'est comme ça que après les hackers rentrent sur votre réseau et ensuite escaladent les droits. Et il y a des mots de passe également ailleurs. Est-ce que vous saurez deviner où? Bon, je vous aide un petit peu. Alors ça, faut pas le faire. Hein. C'est mal. Mais après, c'est pas pire que de porter un t-shirt comme ça. Donc je vous le disais, les CAPTCHA, c'est vachement bien. Cependant, on peut les péter. Avant une petite chose, est-ce que vous savez ce que veut dire CAPTCHA? Alors, ça veut dire ça. Je ne dirais pas. Oui, c'est à peu près aussi dur en fait à prononcer qu'à remplir un CAPTCHA. Hein, donc la première méthode, c'est une méthode un peu geek. Je l'ai faite en 2012 parce que je m'étais intéressé un petit peu au CAPTCHA d'Amazon qui me paraissait faible. Et donc la première chose à faire, ça va être de prendre le CAPTCHA et le passer en noir et blanc. Donc une fois en noir et blanc, ce sera plus facile puisque vous n'avez qu'un seul bit pour définir la couleur d'un pixel, c'est quand même plus simple. Deuxième chose, c'est de réduire la taille suffisamment petit pour que ce soit plus simple, plus rapide à travailler dessus, et en plus, ça s'affiche dans un terminal, donc c'est encore plus geek. Ensuite, même si là c'est le cas d'un CAPTCHA simple, il faut essayer de trouver l'écart entre les lettres. Donc là, toutes les lettres sont séparées, c'est facile. Il y a des stratégies différentes quand les lettres sont collées, mais dans tous les cas, je ne vais pas entrer dans les détails. Ensuite, on sépare les lettres, classique. Et on retourne les lettres de 0 à 360 degrés pour avoir toutes les combinaisons possibles de rotation de ces lettres. Enfin, vous avez un dictionnaire de lettres que vous connaissez, je vois que ouais, c'est bien pété hein, les slides, hein, c'est pas grave. C'est con, j'avais mis du temps à le faire. Donc vous avez un dictionnaire connu, ici il est en rouge. Et puis vous avez vos lettres qui sont retournées, qui sont en bleu. Et donc vous allez essayer de trouver la partie verte, qui est la partie commune entre les deux, la plus large pour définir de quelle lettre il s'agit. C'est un petit peu la méthode de calcul d'un ECR en fait. La méthode 2, c'est la méthode de feignant, c'est-à-dire celle qui nous correspond le mieux en fait. Hein. Ça va être d'utiliser des sites web externes, genre toutcaptcha.com, qui en fait permettent de délivrer une API aux développeurs. On n'a plus qu'à l'implémenter et à brancher notre crawler dessus. Et en fait, c'est des petites mains, des petits humains qui vont remplir les CAPTCHA pour vous. Je l'ai essayé, j'ai gagné 0,0027 $ pour 7 CAPTCHA. C'est pas la fortune. Sachant que en fait, pour 1000 CAPTCHA, vous obtenez 16 centimes de dollars. Donc si vous remplissez par heure, environ, on va dire par seconde, vous mettez 3-4 secondes, c'est 3600, vous faites 16 centimes de l'heure. C'est pas très très cher payé. Ça marche également, ceci dit, pour les CAPTCHA les plus complexes. Donc si vous avez vraiment un site à crawler avec de la valeur, ça marche quand même. Mais ceci dit, oui, il faut vraiment qu'il y ait de la valeur dans ces sites-là, puisque ça reste payant. Bon, même si vous, en tant que développeur, vous allez payer 50 centimes pour 1000 CAPTCHA. Hein. Et puis évidemment, au niveau éthique, ça veut dire que vous faites travailler des pays ou des gens qui proviennent de pays qui sont extrêmement, extrêmement pauvres. Et on va dire que ça reste discutable. Je vais vous parler maintenant de SQL Injections, donc précisément MySQL, puisque c'est le deuxième vecteur de leak de base de données. Alors, je vais en parler rapidement parce que vous connaissez tous Bobby Tables. Vous le connaissez tous, mais quand on regarde sur Stack Overflow, les questions récentes, on voit qu'il y a encore des SQL Injections très souvent. Et le mieux, c'est que même dans les réponses, les SQL Injections sont reproduites.
Donc là, personnellement, je donne vote pas souvent, mais c'est le genre de truc où j'appuie direct. Hein, donc, on commence par les petits exemples. Bon, celui-là, tout le monde le connaît. Si on a une SQL injection dans le login mot de passe, il suffit de mettre en login admin guillemets -- espace et paf, tout le reste de la requête va être commenté et ça marche. Pour les listes, donc là, c'est ce qui permet d'accéder aux données. C'est si vous avez par exemple là, en l'occurrence, une boutique avec un shop ID que vous mettez or one = one dans le shop ID, vous allez obtenir l'ensemble des shops. Couplé avec ce qui va suivre, ça peut donner de très très bonnes choses. Alors, c'est la même chose pour delete, mais là, en fait, j'insiste dessus, parce que lorsque vous faites des scripts un petit peu qui sont cronés, on a tendance à tous les faire un peu à l'arrache, tous les scripts de nettoyage, de migration, de choses qui sont vraiment très back-office. Et du coup, on a tendance à les coder vite, à les coder mal, et c'est mal, parce que ça peut être injecté et ça peut faire de gros dégâts. Il y en avait une chez Blablacar. Donc je vous promets que ça peut faire très mal. Si dans le formulaire qui vous permet de vous loguer ou whatever, vous n'arrivez pas à faire le petit espace qui permet de créer un commentaire, puisque le commentaire c'est -- espace, vous pouvez utiliser ouvrez fermez commentaire, qui va vous créer un espace. Ça c'est les petites choses intéressantes de MySQL pour faire de l'injection. Ensuite, on a le keyword union, et lui c'est le plus intéressant de tous. Là, en l'occurrence, je vous donne un premier exemple. Si les admins sont séparés des users, on va quand même pouvoir récupérer un admin. Mais surtout, on va pouvoir découvrir le schéma de la base de données pour orienter les prochains selects qui vont être faits dans le union, ce qui va permettre de récupérer toutes les données. C'est comme ça que les bases de données sont reconstruites derrière et sont sorties. Donc, dans tous les cas, c'était rapide, hein, dans tous les cas, il faut impérativement utiliser les prepared statements, je ne sais pas comment on le dit en français, mais en tout cas, c'est bon, je pense que voilà, je ne vais pas insister là-dessus, vous le savez déjà. Maintenant, on va changer un petit peu de sujet, on va passer au redirect attack. Donc le principe d'une redirect attack, c'est que, bon, même si Symfony le manage très bien, on a toujours des edge cases. Imaginons que je suis en train de booker un trajet sur Blablacar, et puis au moment où je vais devoir payer, on va me dire, bah non, il faut quand même te loguer pour que je sache que je quittais. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'on arrive sur la page de login avec un redirect URL en paramètre. Seulement, le hacker, il va utiliser cette URL-là, il va mettre une redirect URL contenant du phishing. Donc, ça pourrait être par un email, par un tweet, par whatever, qu'on arrive sur ce genre d'URL. Et donc, le user, il va rentrer son login et son mot de passe, et il va arriver sur une failure, alors que son mot de passe est bon, hein, sauf que évidemment c'est plus le même site. Donc il va se reloguer en redonnant son mot de passe gentiment au hacker, et le hacker va le rediriger gentiment sur Blablacar pour pas qu'il s'aperçoive qu'il y a eu un piratage. La solution contre ça, elle est toute simple, une whitelist. Whitelister les URL que vous autorisez, ou au moins le préfixe de ces URL pour éviter les attaques. C'est tout simple, mais il faut y penser. Lorsque le hacker fait ce genre d'attaque, il va vouloir un petit peu cacher son URL. C'est-à-dire que Bacar ou Blablacar avec un i à la place d'un l, c'est sympa, mais il peut aussi essayer de la cacher. Donc la première méthode, ça va être d'URL encoder cette URL. Donc là, à ce moment-là, l'URL est invisible et pas de problème. La deuxième méthode, ça va être là c'est juste pour info, parce que j'aime beaucoup pour la culture, que si vous accédez à une IP avec Firefox ou whatever, et que vous changez le format de l'IP, c'est-à-dire qu'au départ c'est un int couplé en 4 chiffres, si vous remettez un int en entier, ou en octal ou en hexadécimal, ça marchera quand même. Ça peut être pratique. Et si vous mélangez l'ensemble, URL encoding plus ça, ça marchera toujours. Donc ça pourrait permettre de bypasser des filtres, ça pourrait permettre de bien cacher aussi les choses. Et en obfuscation, il est aujourd'hui plus moderne et plus efficace. Bitly ou encore un goo.gl qui permet de créer des liens qui vont être totalement arbitraires et qui pourront cacher du bien comme du moins bien. C'est pour ça que je vous conseille fortement de ne pas utiliser d'URL shortener dans votre entreprise, puisque les utilisateurs ne feront pas la différence entre un hash ou un autre. Et en plus, si vous après vous cachez des données, des liens qui sont privés,
Voilà, c'est facile à brute forcer également. On a déjà eu le cas de brute force sur Bitly et de documents privés qui sont sortis parce qu'ils étaient accessibles par un Bitly. Utilisez plutôt un URL shortener à vous. Bon, là, en l'occurrence, Blablacar, on a beaucoup de L qui sont faciles à typo-squatter, mais en mettant un I majuscule, par exemple. Mais voilà, c'est un exemple. En tout cas, utilisez quelque chose que vos membres, reconnaîtront et ils ne feront pas avoir par un Bitly ou un truc trop générique. Man in the middle. Donc, man in the middle, le principe, il y a une très bonne analogie qui est donnée par Wikipédia, qui est le jeu d'échecs. Donc, comment gagner contre deux grands maîtres, ou au moins contre un grand maître des échecs? Vous jouez contre deux, et puis quand le premier grand maître va jouer, le hacker va jouer la même chose contre l'autre, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il peut gagner contre des grands maîtres. C'est un peu le principe du man in the middle. Donc les objectifs, ça peut être de récupérer des informations qui passent entre votre utilisateur et votre plateforme. Ça peut être de modifier ces informations. Ou alors, ça peut être aussi vous qui, avec votre application mobile, vous aimeriez bien plugger quelque chose entre votre app mobile et votre environnement pour voir ce qui se passe entre les deux, surtout si vous avez un bug. Donc déjà, le premier vecteur, ça va être les publics Wi-Fi. Les Wi-Fi publics, tout simplement. Parce que quand vous êtes tous connectés à une Wi-Fi, public qui n'est... Voilà, vous pouvez être vulnérable à ce genre d'attaque. Donc là, en l'occurrence, c'est du sniffing qui va targeter les cookies. Le sniffing en général qui va targeter un petit peu tout. Et puis on va ensuite tcp-dump les paquets qui passent. Ça peut être tout simplement récupérer vos dossiers partagés. Puisque si vous avez des données perso dedans, ça peut être intéressant, ou des données d'entreprise. Ou ça peut être aussi le cas d'une fausse Wi-Fi publique. Par exemple, je m'appelle Orange, sauf qu'en fait je ne suis pas Orange, c'est mon routeur, et puis je suis en train de filtrer un petit peu en mode proxy tout ce qui passe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre d'evil twin? On peut faire du DNS spoofing par exemple. Donc là, je vais demander en tant que coordinateur l'IP de Google, et le routeur va m'envoyer l'IP d'un serveur de porno. Alors là, c'est rigolo, mais ça pourrait être aussi Facebook, ça pourrait être aussi l'adresse de votre boulot. Et donc, comment vous allez débugger votre application mobile puisqu'elle va être normalement, je l'ose espérer, taper vos API en HTTPS. Et du coup, comment ça se passe? Alors en gros, c'est aussi une analogie qui est donnée par Wikipédia qui est très simple à comprendre. Vous allez avoir Bruno qui va vouloir contacter Alice pour lui donner rendez-vous. Bruno va envoyer un message, va demander la clé d'Alice pour encrypter le message qu'il veut lui envoyer. Alice va envoyer le message, mais il y a un man in the middle qui va récupérer la clé et donner la sienne à la place à Bruno. Donc Bruno envoie le message codé à Alice, sauf que du coup le man in the middle va prendre le message, le décrypter avec sa clé privée et l'encrypter avec la clé publique d'Alice. À la fin, il envoie un autre message à Alice. Quelle est la protection contre ça? Quand Bruno va demander la clé d'Alice, le hacker va donc envoyer sa clé à Bruno. Bruno va donc contacter le certificat d'autorité, il va contacter l'autorité pour demander si la clé est valide. Et à ce moment-là, la clé n'est évidemment pas valide. Du coup, vous aurez un message qui vous demandera de confirmer la validation, que vous êtes sûr que vous voulez passer le certificat. Le dernier sujet, c'est un petit rappel, c'est XSS. Au niveau de Twig, je vois l'erreur pratiquement tous les jours à Blablacar, et du coup, en fait, les piqûres de rappel, il faut vraiment que ça rentre, parce que c'est super important. Quand vous êtes en HTML, l'échappement par défaut, c'est le HTML. C'est pas autre chose. Donc si vous ouvrez un tag script, ce sera plus la bonne stratégie et vous serez plus protégé. Du coup, il est impératif de préciser le JavaScript comme stratégie d'échappement explicitement. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il y a JSFuck. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le buzz autour de JSFuck.
Mais en gros, JSFuck, c'est avec ces 6 caractères, seulement ces 6-là, on peut exécuter n'importe quel JavaScript. Alors je vous conseille fortement de lire un petit peu ce qui se passe sur ce site, parce que c'est vraiment c'est très drôle, ça sert strictement à rien, mais c'est très drôle. Et vous voyez que nos caractères en HTML, ces 6 caractères-là ne sont pas échappés du tout. Par défaut en Twig, il n'y a aucune raison, puisque le HTML n'utilise pas ces caractères, alors qu'en JavaScript, ils le sont tous. Donc pensez bien à utiliser la bonne stratégie d'échappement. Et le dernier point, c'est d'éviter raw. Je vois raw à toutes les sauces, pour des raisons plus ou moins obscures. Toujours utiliser Purify, qui va permettre d'échapper, de laisser passer les tags type gras, italique, etc. Mais qui va par contre ne pas laisser passer script, iframe, etc. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Tout d'abord, merci pour ce talk. C'est toujours bien de se rappeler un peu des bonnes pratiques concernant la sécurité. Je voulais revenir sur les CAPTCHA. Est-ce que les dernières versions de CAPTCHA sur lesquelles on doit sélectionner un certain nombre d'images qui contiennent en fait un élément particulier, à ton avis, en fait, sont aussi facilement hackables ? Absolument. En fait, ce site-là, il permet, si tu fais parce que avant de pouvoir gagner de l'argent sur site, tu es obligé de faire l'entraînement, comme ils disent. Et en gros, ils te mettent tous les types de CAPTCHA que tu peux rencontrer. Et tu vois que les images qui sont présentées par Google lors d'un reCAPTCHA sont parfaitement compatibles avec leur API. Et du coup, c'est aussi vulnérable. Mais après, il ne faut pas trop s'inquiéter, je pense, dans le sens où ces API sont quand même payantes. Et du coup, il faut vraiment que tu aies beaucoup de valeur à protéger pour que les hackers s'y intéressent. Okay. Et utilisent par ce genre de crawler. Merci. Merci à tous. Je crois que j'ai été trop vite. Il y avait une dernière question? Non, c'est bon? Oui. Ouais, je t'écoute. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Et je voudrais savoir comment fonctionne le nouveau CAPTCHA de Google, le CAPTCHA invisible en fait. C'est basé sur la fingerprint de ton navigateur principalement, qui va être couplé avec des tests des jeux JavaScript qui vont être exécutés sur le navigateur, étant donné que quand tu crawles un site avec Guzzle par exemple, tu vas pas exécuter le JavaScript. Donc il y a beaucoup de challenges qui sont faits en JavaScript. Et dans le cas où Google a un doute, par exemple la signature du browser revient trop souvent, etc., il va quand même finir par t'afficher le CAPTCHA. D'accord. Ok, merci. Eh bien, merci Alain. Bon appétit à tous et retour à 14h15.